le patient parkinsonien en réanimation, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous en parler pendant 15 toutes petites minutes. Donc le patient, je fais donc partie de l'équipe de l'unité Parkinson à la Fondation Rothschild, et on imagine rapidement le patient parkinsonien comme quelqu'un d'âgé. C'est vrai, mais il peut y avoir des formes de maladie de Parkinson précoce, avant 40 ans, ou même juvénile. C'est une maladie fréquente et qui va le devenir de plus en plus, et assez récemment traitée. Vous voyez que la synthèse de la dopamine ne remonte qu'à 1967, et une autre évolution thérapeutique, c'est la stimulation cérébrale profonde, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui, pour le tremblement, a débuté en 87, et pour la maladie de Parkinson seulement en 93. La maladie de Parkinson, on imagine le tremblement, c'est vrai, mais pas que. C'est pas systématique ni obligatoire. Les patients qui ont une maladie de Parkinson associent de façon variable une akinésie, c'est-à-dire un retard à l'initiation du mouvement, ce qui leur donne aussi un visage hypomimique et figé, et une grande rigidité. Ce critère de rigidité est fondamental parce qu'ils ont une hypertonie permanente qui va amener une posture antéfléchie, une flexion des bras, et qui va aussi être un terrain pour des rétractions tendineuses, notamment lorsqu'ils sont alités dès 10 jours d'alitement. Ça peut avoir des conséquences très importantes pour eux. Donc là, vous avez vu cette petite vidéo. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative, ce qui signifie qu'un patient parkinsonien en début d'évolution ne sera pas le même qu'à la fin de l'évolution de sa maladie. Donc il n'y a pas un seul Parkinson, mais pas mal, déjà au niveau du cours du temps. On pose le diagnostic avec l'apparition des symptômes moteurs, dont vous avez vu l'illustration. Et là, on met en route un traitement qui, en général, permet aux patients d'être assez confortables. C'est ce qu'on appelle la période de lune de miel, où le traitement contrôle bien les symptômes moteurs, entraînant une motricité plutôt normale. Puis, l'effet des médicaments va être fluctuant, car il n'y a plus trop de réserve en dopamine endogène, et du coup, les fins de dose sont ressenties avec une recrudescence des symptômes parkinsoniens, et aussi des effets secondaires des traitements, comme des dyskinésies. On parle alors de Parkinson avancé. Là, le terme est un petit peu à juger. Et en phase d'envahissement, on a les complications plutôt axiales et cognitives du patient. Il faut garder en tête que quand même, il y a une grande proportion de patients qui vont développer une démence, 48% à peu près à 15 ans d'évolution. Là, je vous ai mis 3 vidéos de patients parkinsoniens avec un Parkinson évolué. Alors, le premier, c'est un patient qui est musicien, compositeur en activité professionnelle, le petit monsieur qui s'assied. Le deuxième monsieur, je lui demande juste de faire un demi-tour et il a beaucoup de difficultés. Et le troisième est tout jeune et a une motricité parfaite, mais là, vous voyez peut-être que son regard est un peu perdu, parce qu'en effet, il a une démence parkinsonienne. Il a eu une maladie de Parkinson très jeune. Donc il faut se méfier des apparences. Les fluctuations sont non seulement au cours du temps, mais aussi au sein même d'une journée. Comme je vous l'ai dit, les effets des médicaments vont être un petit peu fluctuants. Initialement, on peut prendre un médicament, le patient parkinsonien peut prendre un médicament toutes les 4 heures, et après, il va devoir rapprocher les prises pour éviter ces fluctuations. Si bien que les prises régulières de traitement sont fondamentales et peuvent osciller de 4 heures à jusqu'à même 2 heures de prise pour éviter les fins de dose. Donc là, j'ai mis une petite vidéo qui illustre des dyskinésies. Forcément, on les a filmées parce qu'elles sont un peu sévères. Il peut même y avoir des crises dyskinétiques. Les fluctuations sont motrices, mais pas que. C'est une maladie aussi qui touche d'autres structures. Il peut y avoir aussi des manifestations psychiques. Alors, le son ne passe pas pour cette vidéo, s'il vous plaît. Je suis mieux. D'accord. Dans la tête. Au départ, pour le moral. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand je prends le monopare, que je suis mieux. D'accord. Dans la tête. Est-ce que les idées partent dans tous les sens? Oui, dans tous les sens. D'accord. Vraiment, de l'avocat aux chaussures dans le placard qui ont été mangées. Ils m'ont réglé, une fois que j'étais réglée, j'étais euphorique, j'étais prête à tout faire. Voilà. Les idées noires, elles surviennent essentiellement à quel moment de la journée? Plutôt dans les périodes off, c'est très net.
des idées vraiment noires, négatives, enfin tout est nul, tout est... Et comme par hasard, quand je reviens en on, ça va mieux tout de suite, je sens que je suis mieux, j'ai de l'espoir, voilà. Voilà. Donc nos patients vont être un petit peu différents en fonction des moments où on leur parle. Certaines explications sont aussi à donner quand ils sont bien équilibrés, parce que sinon on peut leur proposer une solution thérapeutique ou une prise en charge, etc. Ils vont la refuser parce qu'ils sont aussi pas bien psychiquement et cognitivement aussi. Donc il y a des fluctuations de plusieurs ordres. C'est une pathologie qui entraîne des dysfonctionnements aussi dysautonomiques, des troubles de la marche comme vous l'avez vu, des troubles cognitifs comme on a effleuré le sujet, des troubles du sommeil, dépression, douleur, hyposmie. Mais c'est peut-être la dysautonomie qui va vous concerner aussi un petit peu plus. Quand on prend en charge un patient parkinsonien, alors cette diapo n'est pas très jolie, mais c'est juste pour dire que la maladie de Parkinson est la plus fréquente, mais fait partie de ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens. Et il faut chercher des petits signes qui sont inquiétants. Pourquoi? Parce que les syndromes parkinsoniens qu'on appelle atypiques, qui ne correspondent pas à une maladie de Parkinson idiopathique, sont très souvent de vraiment moins bons pronostics. Il peut y avoir des atrophies multisystématisées, des démences à corps de Lévy, des paralysies supranucléaires progressives. Il peut y avoir plein d'autres diagnostics. Donc il faut bien aussi avoir ces éléments en tête pour prendre en charge un patient en réanimation. Les drapeaux rouges les plus classiques qu'on peut retenir, c'est la notion de trouble dysautonomique précoce, des chutes précoces, des hallucinations précoces, une démence précoce, un examen neurologique un petit peu plus riche avec des myoclonies, un syndrome pyramidal, des troubles praxiques, une paralysie oculomotrice, et aussi on peut s'aider sur l'IRM. Tous ces symptômes, on peut les voir chez un patient parkinsonien. Et c'est pour ça que j'insistais sur le terme de précocité de survenue de ces symptômes, de ces drapeaux rouges. Le patient de la petite vidéo a un réflexe postural très altéré et vous imaginez les conséquences que ça peut avoir chez lui. Ça, on peut l'avoir chez un patient parkinsonien évolué, mais ça peut aussi nous orienter vers une paralysie supranucléaire progressive. Là, la patiente, on regarde son oculomotricité et vous voyez que faire des saccades volontaires, c'est très difficile pour elle, alors que vous verrez quand je manipulerai doucement sa nuque, elle a un réflexe oculocéphalorhygire préservé. L'IRM de ces patients qui ont des PSP peuvent aussi nous orienter et vous orienter dans la prise en charge. Les paralysies supranucléaires progressives sont vraiment de moins bons pronostics. Les IRM sont aussi intéressantes dans le côté asymétrie de l'atrophie corticale qui peuvent nous alerter pour une DCB par exemple. Là c'est un peu caricatural, mais dans les atrophies multisystématisées, on peut avoir des anomalies comme un signe de la croix. Donc ça peut être intéressant. La prise en charge médicamenteuse de nos patients, il y a plein de molécules, enfin il n'y a pas plein de molécules, non, il y a plein de formulations différentes, mais c'est vrai que c'est la L-Dopa qui est quand même le traitement principal. Les agonistes dopaminergiques, comme la L-Dopa, peut être de galéniques différentes, Péros ou par voie géjunale pour la Dopa, Péros en patch ou en sous-cutané pour l'apomorphine, et bien sûr il y a des effets secondaires que vous connaissez peut-être. Les agonistes donnent particulièrement des confusions, des hallucinations qui peuvent être bien marquées et des troubles du contrôle des impulsions aussi. C'est des patients qui peuvent avoir vraiment des comportements modifiés. Les autres traitements constituent un joli petit cocktail chimique pour chaque patient parce qu'il faut aussi prendre en compte les hypotensions orthostatiques, les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson. Et il y a des traitements qui luttent contre la dyskinésie, donc il y a tout un petit panel. Mais le plus important, enfin voilà, je vais parler aussi très rapidement des traitements de seconde ligne. Donc la stimulation cérébrale profonde, ça consiste en l'implantation d'électrodes au niveau de structures cérébrales comme le noyau sous-thalamique ou les pallidums. La duodopa, qui permet avec une voie gastro-jéjunale d'aller apporter de la duodopa, et de l'apoquinon, qui est un agoniste par voie sous-cutanée. Vous allez peut-être croiser des patients avec ces thérapeutiques. Qu'est-ce qui va amener nos patients à vous consulter? Alors, ils ont une espérance de vie, en fait, modérément diminuée. Et le plus classique, c'est quand même les pneumopathies infectieuses qui peuvent être liées à la présence d'une hypercalorée, mais surtout de fausses routes de troubles de la déglutition. Au niveau respiratoire, ils peuvent présenter un syndrome restrictif du fait de la kinésie et de la rigidité. Et quand il y a un spasme laryngé, c'est possible, mais ça nous oriente quand même vers une atrophie multisystématisée.
C'est des patients dont l'entourage vont pouvoir décrire une respiration un petit peu comme ça. Voilà. Ils peuvent avoir des soupirs et des respirations comme ça avant de venir vous voir en réa. Bien sûr, les traumatismes, hein, vous avez vu l'instabilité qu'ils peuvent avoir et les troubles végétatifs. Donc il y a des causes, vous pouvez recevoir un patient parkinsonien pour toutes les raisons du monde, mais aussi indirectement liées à la pathologie et directement liées avec les complications motrices de la maladie de Parkinson, les akinésies aiguës par exemple, ou les syndromes sérotoninergiques liés aux prises aussi médicamenteuses, et maintenant les complications liées au traitement aussi de seconde ligne, avec l'implantation des électrodes intracérébrales par exemple. Je vous parle juste rapidement de la crise akinétique, qui peut avoir quand même des conséquences désastreuses chez nos patients. Et c'est des patients qui vont avoir une recrudescence majeure de tous leurs symptômes qu'on a vus, et notamment de l'akinésie, avec comme une résistance, une perte de la réactivité au traitement dopaminergique, qui va nécessiter de les réimprégner doucement de dopa. Les facteurs, c'est surtout les sevrages quand même, des modifications de traitement. Et toute infection ou traumatisme peut aggraver les symptômes des patients parkinsoniens. Le syndrome parkinsonisme-hypertonie, ça ressemble très fortement à un syndrome malin des neuroleptiques, et ça survient également après un sevrage de médicaments. Et il y a aussi le syndrome sérotoninergique chez nos patients. Comment admettre un patient en réa? Les mauvais critères, l'évolution de la maladie, parce qu'il y a un patient qui peut aller très bien après 15 ans d'évolution de la maladie, et autre avoir une pathologie qui évolue gravement et rapidement. La gravité apparente des symptômes ne doit pas vous égarer, parce que là, vous avez vu, je vous ai remis la vidéo du patient, du début de la présentation, mais en on, et c'est plus tout à fait le même homme. Il bouge très bien, il est très mobile. Et en plus que les symptômes des patients parkinsoniens sont vraiment aggravés par tout ce qui leur arrive au niveau de l'état général. Donc il faut savoir un petit peu évaluer les stades de la maladie, rechercher les drapeaux rouges, et puis bien sûr la présence de troubles cognitifs aussi. Est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique, peut-être au niveau de l'intubation avec la rigidité? Au niveau de l'extubation, il faut qu'il soit bien quand même imprégné de dopa, parce que sinon il va y avoir une rigidité qui va faire que la reprise de la ventilation va être un peu compliquée. La maladie de Parkinson est une maladie qui consomme beaucoup d'énergie pour le patient. Il faut faire attention à la fonte musculaire, à l'amaigrissement, à la possibilité de neuropathie chez ces patients. Et puis après, il y a quelques données de la littérature qui évoquent des traitements thérapeutiques à éviter ou à privilégier. En cas d'hallucination, de confusion, les neuroleptiques classiques sont bien sûr contre-indiqués. Les autorisés, ça va être la clozapine et la quétiapine. Clozapine, c'est peut-être un petit peu plus incisif, même s'il faut des précautions au niveau cardiaque et puis hématologique. Donc, le traitement anti-parkinsonien ne doit pas être interrompu, mais il y a des galéniques qui ne sont pas pratiques. On a vu que les agonistes dopaminergiques pouvaient provoquer des confusions, des hallucinations. Donc, pour moi, il faut vraiment simplifier. En cas de la réanimation, la lévotopabenzérazide ou le modopar dispersible est à privilégier. On essaye de faire un équivalent de dose de dopa, et si on n'a pas toutes les données du traitement avant du patient, schématiquement, on peut se baser sur un axiome, on va dire, 100 mg de dopa par année d'évolution, répartis toutes les 2 à 4 heures. Toutes les 2 à 4 heures, parce qu'au début de la maladie, les médicaments ne fait pas des fluctuations si rapprochées, et puis quand ça évolue, ça fait des fluctuations plus rapprochées. Bien sûr, il y a une interaction entre la lévodopa et l'alimentation, mais ce n'est pas forcément le problème principal. Donc, chez un patient parkinsonien, les neuroleptiques, bien sûr, à éviter, sauf clozapine, quétiapine. Attention au syndrome parkinsonien atypique pour les prises en charge en réanimation. Évaluation de chaque situation, bien sûr, avec les dents, les médecins et le neurologue traitant. Et puis, maintenir un traitement dopaminergique avec un message très simple qui va être 100 mg de dopa par année d'évolution réparti toutes les 3 à 4 heures. Ou alors, si on peut le faire, un calcul d'équivalent de dose et on répartit toute la pathologie. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.